Alors aujourd'hui, on plonge dans une idée, disons, qui décoiffe. Le titre de la source qu'on analyse est sans détour. Qui est un démocrate est un communiste? Rien que ça. C'est un argument choc, et on va essayer de le décortiquer ensemble. Accrochez-vous bien. Et voilà, on entre direct dans le vif du sujet. C'est une citation de Hans Hermann Hoppe qui pose les bases. La démocratie n'a rien à voir avec la liberté. La démocratie est une variante molle du communisme. Waouh! C'est une affirmation qui, franchement, heurte de plein fouet tout ce qu'on pense savoir. Alors, essayons de comprendre quelle est la logique derrière une provocation pareille. Bon, c'est clair, on est face à une thèse pour le moins radicale. Notre but ici, attention, ce n'est pas de juger si c'est bien ou mal, non, c'est juste de comprendre. On va suivre le raisonnement de l'auteur, étape par étape, pour voir comment, mais alors comment, il arrive à une conclusion aussi surprenante. Alors, le point de départ de toute cette argumentation, c'est un conflit, un vrai choc frontal en fait entre deux notions qu'on croit souvent aller de pair. D'un côté, la propriété et de l'autre, la légalité. Pour bien suivre le raisonnement, il faut d'abord se mettre d'accord sur les termes, du moins sur ces termes. Pour l'auteur, le projet communiste, c'est très simple, c'est saisir la propriété privée pour la donner au public. C'est vraiment la pierre angulaire de toute sa thèse. Il faut bien garder ça en tête, c'est crucial pour tout ce qui suit. Et c'est là que tout se joue. On a vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, il y a la vision classique, celle qu'on connaît tous. La démocratie, c'est ce qui protège nos libertés. Et de l'autre, eh bien, il y a la vision de l'auteur. Pour lui, la démocratie, c'est surtout un outil qui permet de rendre légale la saisie de la propriété, même si on n'est pas d'accord. Ça pose une question de fond, en fait. Est-ce que la loi est au-dessus du droit de propriété? Là, l'auteur pointe ce qu'il appelle un angle mort de notre pensée. Pensez-y, on se plaint tout le temps des impôts, on critique la bureaucratie, mais est-ce qu'on remet en question le principe de base, c'est-à-dire le droit que l'État s'est donné de prendre une partie de ce qui nous appartient, par la loi? D'après l'auteur, le simple fait d'accepter ce principe, c'est déjà mettre un pied sur la pente qu'il est en train de décrire. Ok, on avance dans le raisonnement. Deuxième grande partie, la dictature du nombre. La question ici, c'est comment est-ce que la règle de la majorité, qui est quand même le pilier de la démocratie, peut se transformer en un outil pour prendre les biens des autres? C'est ça, la dictature du nombre, selon l'auteur. Et pour illustrer ça, quoi de mieux qu'une petite pique de Pierre Desproges? La démocratie, finalement, c'est la pire des dictatures parce que c'est la dictature du plus grand nombre. C'est dit avec humour, bien sûr, mais ça tape en plein dans le mille de l'idée de l'auteur. L'idée que la majorité, elle peut tout simplement imposer sa volonté à la minorité. Et ça inclut des droits de propriété. Mais alors, comment ça se met en place concrètement cette mécanique? L'auteur la décompose en 4 étapes assez logiques. Étape 1, le politicien, il veut être élu, donc il doit plaire à qui? Au plus grand nombre. Étape 2, ce plus grand nombre finit par réaliser qu'il a un intérêt, un vrai intérêt matériel, à piocher légalement dans les poches des autres. Étape 3, c'est la prise de conscience. Les masses comprennent ce rapport de force. Et enfin, étape 4, la demande change. On ne demande plus de petites choses, on demande que l'État prenne tout en main, via la loi. C'est une pure question d'incitation politique, en fait. Et pour montrer que ce n'est pas une idée sortie de nulle part, l'auteur va chercher des penseurs plus anciens. Prenez Émile Faguet. Bien avant qu'on parle de socialisme, il écrivait déjà ça, la démocratie tendait naturellement au despotisme. Donc ce n'est pas une critique si nouvelle que ça, finalement. C'est une vieille inquiétude qui refait surface. Et tout ça, ça nous amène à la dernière partie de l'analyse, la conclusion logique de tout ce processus, ce que l'auteur appelle la pente glissante. La question c'est, où est-ce que tout ça nous mène? Quelle est la fin du chemin, toujours selon cette source? À ce stade, le jeu politique change complètement de nature. On n'est plus dans une alternance d'idées, on est dans une course. Une course contre la montre, en fait. Il faut voter pour prendre sa part du gâteau avant que les autres ne le fassent. Et dans cette course folle, la notion même de propriété privée commence à s'effacer. L'objectif final, le seul qui compte, c'est la redistribution par la loi, pour tout le monde. C'est ça la conclusion de la pente glissante. Puis, pour élargir un peu le débat, l'auteur fait appel à Clint Eastwood. Une réflexion assez intéressante. Imposer la démocratie à tous les pays du monde est une idée noble, mais qui dit quel est le système idéal pour tous les pays? C'est une question qui vient un peu bousculer le statut presque sacré de la démocratie. Est-ce que c'est vraiment la solution universelle? Et cette remise en question, elle débouche sur une réflexion finale qui vise directement notre époque, notre activisme. L'auteur demande pourquoi, dès qu'il y a un problème, le réflexe quasi systématique, c'est de réclamer une loi, une règle, une décision qui s'impose à tout le monde. Pourquoi pas plutôt entreprendre, créer des solutions et simplement laisser les autres vivre et faire leurs propres choix?
Au final, tout ce raisonnement, tout cet argumentaire nous ramène à cette question. Une question centrale, faite pour nous secouer un peu, où est-ce qu'on trace la ligne? Où s'arrête la volonté du peuple et où commence ce que l'auteur appelle, sans prendre de gants, le vol légal? C'est une question qui, évidemment, reste ouverte.